Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler un petit peu de machine learning. Donc, moi, c'est Florent. Donc, je suis machine learning engineer chez Hugging Face, donc notamment dans l'équipe Success. Donc, je suis en charge d'accompagner les clients de Hugging Face dans l'adaptation de nos solutions à leurs problématiques de machine learning. Et donc, l'objet de la présentation d'aujourd'hui va être déjà un petit peu de démystifier ce qui se cache derrière cet emoji. Donc, oui, on fait bien des choses sérieuses chez Hugging Face. Et je vais vous présenter aussi, je vais vous faire une démo et un tour de notre plateforme, le Hugging Face Hub, qui a pour ambition de devenir le GitHub du machine learning. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de ma présentation. Merci. Donc, alors, Hugging Face, qu'est-ce qui se cache derrière ce logo? Donc, l'histoire de Hugging Face commence un petit peu avec l'histoire des Transformers. Donc, est-ce que vous êtes familier avec les Transformers? Combien de personnes dans la salle connaissent les modèles Transformers? Ok, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les Transformers sont des modèles qui ont été destinés à la résolution de tâches en machine learning, des tâches qu'on appelle Natural Language Processing. Donc, c'est le traitement du langage naturel. Et ça va être les tâches qui vont donc ça va comprendre tous les algorithmes qui vont être capables de comprendre le texte. Donc par exemple la réponse automatique à des questions, le résumé de texte, etc. Tout ça, ce sont des tâches de traitement du langage naturel que peuvent réaliser certains algorithmes de machine learning. Donc en 2017, des chercheurs chez Google ont publié un papier qui a un petit peu changé l'histoire du NLP. Ce papier, il s'appelle Attention is all you need et ça introduit une nouvelle architecture de modèles de réseaux neuronaux qui permettent de résoudre certaines tâches de NLP et notamment des tâches de modélisation de séquences. Donc à l'époque, en 2017, il y avait déjà un certain type de modèles qu'on appelait des recurrent neural networks qui servaient à ces modélisations de séquences et pour des tâches, par exemple, de traduction. Et c'était un petit peu le state of the art. Donc, avec l'introduction du mécanisme d'attention et du modèle Transformers, vraiment, Google a changé le state of the art de ce qui se passait en NLP. Donc, si on revoit un petit peu le mécanisme d'attention et l'architecture du Transformer, pardon, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un réseau neuronal qui va prendre une séquence en entrée. Donc une séquence, donc ça va être une suite de mots, une phrase, et va permettre en fait d'encoder chacun des mots de cette phrase. Donc le mécanisme, donc l'architecture transformer est composée d'une part d'un encodeur qui va permettre d'encoder une phrase, et d'autre part d'un décodeur qui va se servir de l'encoding de cette phrase et générer une sortie. Donc, on voit très bien que ça peut être utilisé dans des cas de traduction. Donc, on a une phrase en anglais, par exemple. L'encodeur va permettre d'encoder toute la série de mots qui constituent la phrase. Donc, c'est une représentation vectorielle qui va être générée, une représentation mathématique. Et le décodeur va se servir de ces représentations mathématiques pour générer une traduction dans une langue cible, en français ou en allemand, par exemple. Et en plus de ça, le transformer a ajouté à ce qu'on appelle un mécanisme d'attention. Donc, un mécanisme d'attention, c'est quoi? Ça va permettre en fait de représenter un mot dans une phrase en fonction des mots, des mots qui entourent, en fonction du contexte. Donc, on va donner une meilleure représentation vectorielle d'un mot en fonction des mots qui l'entourent. Et ça, c'était un point clé qui a été introduit dans ce papier, Attention is all you need. En parallèle, et début 2018, d'autres chercheurs se sont intéressés à une méthode qu'on appelle ULM-FIT et qui a permis de faire ce qu'on appelle du transfer learning en NLP. Donc, on entraîne un modèle de machine learning sur une tâche et on va utiliser ce modèle préentraîné pour réaliser une autre tâche par un mécanisme qu'on appelle le fine-tuning. Donc, ça n'existait pas avant pour le NLP, ça existait beaucoup pour la vision. On entraînait
des réseaux de neurones sur des grandes bases d'images. Et ensuite, on se servait de ces réseaux de neurones préentraînés pour adapter, spécialiser le modèle à un certain domaine. Mais ça n'existait pas encore pour le NLP. Donc, en 2018, avec ULMFit, on est capable de le faire. Du pre-training, ce qu'on appelle du pre-training sur un corpus de texte. Et enfin, l'adaptation à un domaine, la spécialisation du modèle à un domaine avec du fine-tuning. Donc voilà, donc le pre-training en NLP, ça consiste en j'ai une architecture, donc un modèle de base, je rassemble un corpus qui va être assez grand, comme Wikipédia par exemple, tous les articles de Wikipédia ou tous les articles d'un éditeur de presse. Et pendant plusieurs jours, je vais entraîner mon modèle à une certaine tâche. Donc ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de ressources en machine. Et à la fin, j'obtiens un modèle de langage préentraîné qui aura acquéri une certaine compréhension un petit peu statistique des mécanismes d'une langue. Qu'est-ce qu'on entend par entraîner à une tâche? Donc, par exemple, on peut entraîner un modèle de NLP à prédire des mots qui ont été masqués dans une phrase. Donc, on peut, par exemple, masquer 15% des mots sur Wikipédia et par un certain processus mathématique, un certain processus d'optimisation, on va dire au modèle, prédis-moi les mots manquants. Et au bout d'un certain nombre d'itérations, le modèle, il va être capable de le faire. Et c'est à l'issue de ce mécanisme qu'il aura appris qu'il aura compris certains mécanismes de la langue. Ensuite, une fois que ce modèle a été préentraîné pendant plusieurs jours sur des grosses machines, savoir en fait remplacer des mots dans une phrase, c'est pas forcément très utile. Donc, certaines entreprises, certains organismes vont vouloir utiliser ces modèles pour réaliser une autre tâche. Donc, par exemple, on va chercher à classifier l'émotion contenue dans un tweet ou à générer un résumé de texte ou un résumé d'article qui est assez long. Donc, on va pouvoir utiliser ces modèles préentraînés pour faire ça en les emmenant, en effectuant un second mécanisme qu'on appelle le fine-tuning. Donc ça consiste à collecter un petit peu un jeu de données de spécialisation, un jeu de données par exemple d'articles financiers ou un jeu de données d'articles scientifiques. Et donc ce jeu de données en général, il est plus petit et il est destiné à réaliser une tâche précise. Et par ce mécanisme de fine-tuning, on va spécialiser le modèle. Donc voilà, donc j'ai dit mécanisme d'attention, architecture transformer fin de 2017, pre-training et adaptation de domaine avec ULMFit, début 2018. Et à partir de là, ça a un petit peu changé ce qui se passait en NLP. Et il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de chercheurs qui ont sorti des nouveaux modèles basés uniquement sur cette architecture de Transformers. Et maintenant, toutes les tâches de NLP et d'autres, des tâches en vision, en reconnaissance vocale et audio, sont basées sur cette architecture. Donc en 2018, le premier modèle préentraîné sur l'architecture Transformer qui s'appelle GPT est sorti. Ensuite, il y a eu BERT. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de BERT, c'est un des plus connus. Et enfin, un petit peu en superposant et en faisant grossir les architectures Transformers, on est arrivé à d'autres modèles de plus en plus gros et qui sont capables maintenant de générer du texte à la manière d'un auteur ou de résoudre des équations ou de générer du code. À ce moment-là, en 2018, Hugging Face, donc les fondateurs de Hugging Face, étaient en train de réaliser des chatbots pour adolescents. Et donc, ils ont entendu parler de ces modèles Transformers et ils se sont dit « Ah,
il faudrait vraiment qu'on les utilise et qu'on les mette à la disposition de tout le monde. Donc en novembre 2018, donc, l'équipe à l'époque a décidé de sortir les checkpoints, les poids des modèles d'un modèle de type Transformers, d'un modèle BERT. Donc, ils ont sorti une bibliothèque qui s'appelle PyTorch Pretrained BERT, qui est l'ancêtre de notre bibliothèque Transformers. Et donc, cette bibliothèque PyTorch Pretrained BERT, elle a mis à disposition de tout le monde en open source les poids d'un modèle préentraîné BERT. Et donc, c'est là qu'a commencé l'histoire de Hugging Face et c'est là qu'a commencé notre impact dans le domaine de l'open source en machine learning. Donc, depuis cette époque, on peut dire qu'on est devenu un des projets open source les plus populaires. On a maintenant plus de 68 000 étoiles sur GitHub. On intègre dans les librairies Transformers 30 architectures de modèles différents, donc pas seulement pour des tâches de traitement du langage naturel, mais aussi pour de la vision, pour de l'audio. On a développé aussi une plateforme, et je vais y revenir plus tard, qui contient 58 000 et plus de 58 000 checkpoints de ces modèles. Et on a plus de 1300 contributeurs sur cette librairie Transformers. Et vous voyez sur le graphe qu'on grossit plus vite que des projets comme Kubernetes ou PyTorch. Donc là, comme je l'ai dit juste avant, donc ces modèles Transformers étaient destinés initialement à résoudre des tâches de traitement du langage naturel, question answering, résumé de texte, classification de texte, etc. Et petit à petit, ces modèles sont devenus omniprésents pour de l'audio, pour des tâches de vision, de classification d'images, de segmentation. Et du coup, maintenant, dans le processus de développement d'un projet en machine learning, rares sont maintenant les gros projets qui n'incluent pas en fait l'utilisation d'un modèle de type transformer. Donc en plus de cette librairie Transformers qui met à disposition de tout le monde tous ces modèles de machine learning, on est devenu vraiment un gros acteur de l'open source en développant aussi d'autres outils, d'autres librairies pour qui vont donner tous les outils pour développer un projet de machine learning de A à Z. Donc on met à disposition dans Transformers les checkpoints des modèles. On a une librairie qui s'appelle Datasets qui permet d'accéder à différents datasets, de faire du traitement sur les données contenues dans ces datasets et de les charger efficacement. On a une librairie qui s'appelle Tokenizer qui permet de transformer une séquence en une série de tokens efficacement. Donc ça, c'est un mécanisme qui est nécessaire pour pouvoir entraîner et faire de la prédiction sur des modèles de NLP. On a développé une librairie qui s'appelle Optimum qui permet d'accélérer l'inférence de ces modèles de machine learning par des mécanismes d'optimisation de graphes, de graphes qui représentent un modèle. Donc, on a des opérations qui permettent d'optimiser les opérations sur le graphe et donc d'accélérer la prédiction. On a une librairie qui s'appelle Accelerate qui permet d'entraîner les modèles sur différents GPU, sur différents hardware, comme des GPU, des TPU, et ça de manière distribuée. On a la librairie aussi Evaluate qui donne un petit peu un cadre d'évaluation commun à tous les modèles de machine learning et de type Transformers. Et on a aussi intégré Gradio, qui est une bibliothèque qui permet de faire des démos de ces modèles de machine learning sur notre plateforme. Donc, au-delà un petit peu du travail qu'on effectue en open source,
On a aussi des grosses contributions dans le domaine de science. On dit qu'on fait de l'open science, donc on participe activement à différents projets de recherche en machine learning. Un des premiers projets, ça a été de développer donc DistillBERT, qui est une version allégée de BERT, parce que ces modèles un petit peu transformers sont des gros modèles. Parfois, ils sont lourds à implémenter et à utiliser. Et donc, pour des problématiques industrielles, il faut utiliser des versions plus légères. Et donc, DistillBERT correspond à un de ces modèles qui est souvent utilisé en production. On travaille sur des thématiques d'étude des biais dans les données, dans les datasets. On a développé un outil qui s'appelle le Data Measurement Tools qui permet de calculer différentes statistiques un petit peu sur un dataset, des statistiques de biais, des statistiques de bonne représentation des données. On travaille beaucoup sur des problématiques éthiques aussi, comment utiliser les modèles, quelle est la philosophie derrière l'utilisation d'un modèle. On travaille sur des modèles qu'on appelle multimodaux, qui vont être capables d'à la fois de gérer du texte et des images en même temps. Donc, par exemple, à partir d'une phrase, être capable de générer une image. Donc ça, c'est un modèle multimodal. Et il y a surtout un gros effort qui a été fait. Donc, on fait partie d'une grosse collaboration scientifique qu'on appelle Big Science. Et cette collaboration scientifique, elle a eu pour but de développer un gros modèle de langage, donc un plus gros que GPT-3, qui était jusqu'ici un modèle de langage qui était capable donc de générer du texte, et c'était le plus gros modèle de langage existant, donc, qui a été développé par OpenAI. Donc GPT-3, il n'a pas été mis en open source, mais l'équipe Big Science, dont Hugging Face est un des contributeurs, donc c'est une collaboration de 1000 chercheurs qui sont implantés dans 70 pays et avec 250 institutions. Sur l'espace un petit peu de quelques mois, donc l'équipe Big Science a entraîné un modèle de langage sur un énorme jeu de données. Et donc aujourd'hui va sortir donc ce modèle qui est le plus gros modèle de langage jamais créé. Il y a 176 milliards de paramètres et il est capable donc de générer du texte dans 59 langues et dans 13 langages de programmation différents. Donc, voici quelques exemples un petit peu de textes générés par ce modèle. Donc là, on a par exemple un poème en anglais à propos de la beauté de la science, donc généré sous la plume de Alfred Edgar Brittle. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qui a automatiquement généré ça. Ou le modèle aussi peut résoudre des équations et donner un petit peu une suite logique à ce qui a été une suite logique mathématique à ce qui a été mis en entrée. Donc ce modèle, le papier va être publié aujourd'hui dans Nature et il est directement accessible sur notre plateforme, le Hub. Et donc, vous allez pouvoir directement jouer avec sur notre plateforme. Donc, bien sûr, des modèles de langage comme ça pose des questions un petit peu éthiques, des questions un petit peu de bonne utilisation de ces modèles. Donc, c'est pour ça que même s'il a été mis en open source, on ne peut pas l'utiliser à tous les fins. Et donc, il y a une licence de bonne utilisation du modèle qui est aussi accessible sur notre plateforme et qui édicte un petit peu les bonnes pratiques pour pouvoir utiliser ce modèle. Donc voilà, donc là je vous ai donné un petit peu l'historique de Hugging Face, notre place un petit peu dans l'écosystème du machine learning. Et maintenant, on va passer à la présentation de notre solution phare, qui est notre plateforme. Et on a pour ambition de faire devenir cette plateforme le GitHub du machine learning. Donc il y a souvent une tâche classique en NLP, donc on retrouve beaucoup ça chez nos clients, ça va être par exemple entraîner un classifieur de texte sur des revues clients. Je ne
sais pas, par exemple, des revues sur l'utilisation d'une voiture, des revues sur un restaurant. Et donc, le schéma classique en machine learning, c'est de faire la chose suivante. Donc déjà, on collecte le jeu de données, on va le traiter, on va le nettoyer. Ensuite, on choisit un modèle. Donc en général, on va sur Google, on tape bon, voilà, quel est le meilleur modèle de machine learning pour cette tâche. Et ensuite, on arrive à un processus un petit peu itératif où on va entraîner ce modèle, on va l'évaluer. Si la performance n'est pas satisfaisante, on va peut-être changer ce qu'on appelle des hyperparamètres, réentraîner le modèle. Et pendant l'entraînement de modèle, on collabore peut-être avec un collègue et on va lui envoyer les résultats d'expérience intermédiaire par mail ou on va enregistrer ces résultats intermédiaires dans une bucket sur AWS, par exemple. Et en fait, garder un petit peu une trace de tout ce processus itératif est souvent sujet à beaucoup d'erreurs. C'est ce qu'on a remarqué chez nos clients. Donc chez Hugging Face, on a un petit peu pensé à quelle serait la meilleure façon de collaborer en machine learning, à la fois en permettant aux acteurs d'un projet de machine learning de partager leur modèle et leur jeu de données sur un espace commun, en leur permettant aussi d'utiliser des outils dont ils sont familiers, des outils open source par exemple, et en permettant pardon, excusez-moi, et en permettant la réutilisation des modèles pour toutes les équipes qui travaillent sur le projet, sur le projet de machine learning. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est ce hub, donc cette plateforme, qui, un peu comme GitHub, qui vous permet de travailler sur un projet de développement logiciel. Vous travaillez sur un projet de développement logiciel, vous avez votre répertoire privé, vous collaborez avec vos collègues et une fois que le projet est terminé, bah, vous pouvez le partager directement ou rendre ce projet public, par exemple. Ben, ça va être la même chose. Le hub de Hugging Face, c'est la même chose. Donc, ça va être cet espace de collaboration pour tous les acteurs qui font du machine learning. Et ça va être un grand répertoire de modèles, un grand répertoire de datasets. Et ça va être aussi l'espace qui va vous permettre de faire la démo de ces modèles. Donc, vous pouvez, en vous connectant sur le hub, partir d'une idée et aller de son prototypage. Donc, vous pouvez prototyper un projet de machine learning directement sur le hub et vous allez jusqu'au déploiement et à la création d'un MVP sur cette plateforme. Donc ça, c'est un petit peu le schéma de fonctionnement, le schéma de toutes les fonctionnalités du hub. Donc déjà, comme je l'ai dit, on a un répertoire de datasets, on a plus de 5000 datasets. On a un répertoire de modèles avec plus de 50 000 modèles à l'heure actuelle. Donc tous ces modèles, donc, si vous vous connectez sur huggingface.co, ils sont accessibles à tout le monde. Mais vous pouvez aussi définir des espaces privés où vous partagez avec votre équipe des modèles que vous ne voulez pas voir rendus publics. Donc, tous ces modèles, ils peuvent être entraînés donc soit directement depuis un notebook, directement depuis votre éditeur de logiciel préféré avec la librairie Transformers. Mais il y a aussi une fonctionnalité no-code qu'on appelle AutoTrain qui permet donc directement d'entraîner pour une tâche donnée quelques modèles et de comparer la performance de différents modèles. On va en voir un exemple après. Ensuite, une fois que vous avez un modèle dont vous jugez les performances satisfaisantes, ben vous pouvez en faire la démo. Donc la démo, elle va servir un petit peu à toucher une plus large audience et à expliquer les performances de ce modèle à une plus large audience.
Et une fois que tout le monde est satisfait, vous pouvez utiliser notre Inference API pour déployer ce modèle et servir les prédictions de ce modèle au travers d'une API. On a aussi des partenariats avec les fournisseurs cloud. Donc, vous pouvez directement accéder aux modèles et aux datasets qui sont sur Hugging Face sur Amazon SageMaker, ou vous pouvez aussi déployer directement les modèles de Hugging Face en utilisant ce qu'on appelle Hugging Face Endpoint si vous utilisez Azure. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire être un hub de modèles, un répertoire de modèles. Et donc là, on va passer donc, directement sur la plateforme. Donc voilà, donc ça, c'est si vous connectez sur huggingface.co. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans la partie modèle. Donc là, vous voyez, il y a plus de 58 000 modèles qui sont disponibles. Et pour différentes tâches, donc on peut filtrer directement sur la plateforme les tâches qui nous intéressent pour le développement d'un projet de machine learning. Donc je ne sais pas, par exemple, si je cherche un modèle de question answering, donc de réponse automatique à des questions. Donc là, je vais avoir toute la liste des modèles disponibles. Je vais peut-être mettre dans le filtre. Si je cherche un modèle capable de faire du question answering en français. Donc voilà, donc là, je vais avoir la liste des modèles disponibles. Et donc, si je clique sur un modèle en particulier, donc je vais tomber sur ce qu'on appelle la model card. Donc la model card, elle va donner un petit peu la description du modèle, donc quels sont, pourquoi doit être utilisé ce modèle, comment il a été entraîné, comment l'utiliser avec Transformers, qui a participé à l'entraînement de ce modèle, donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser le modèle et pour pouvoir reproduire les résultats du modèle. Vous voyez aussi sur le côté qu'il y a un petit widget qu'on appelle Hosted Inference API, qui permet un petit peu de rapidement tester le modèle. Donc là, ici, on a un texte qu'on rentre dans le widget, on a une question, et le modèle va automatiquement voilà, donner la prédiction et générer la réponse. Vous voyez aussi que sur cet espace de modèle, on a les jeux de données sur lesquels le modèle aura été entraîné. Donc, vous pouvez directement y avoir accès. Et aussi les espaces de démo qui utilisent ce modèle. On va y venir juste après. Donc, qu'est-ce que c'est, plus en détail encore, un répertoire de modèles? Donc, on a dit qu'il fallait utiliser les outils. On utilise sur le hub des outils qui sont familiers de tous. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent GitHub et le GitHub Workflow. Donc, c'est exactement en quoi consiste un répertoire de modèles. La connexion est un peu lente. Ah, j'ai perdu ma connexion. Alors, je pense que c'est plus partagé du coup. C'est le Wi-Fi. Okay. Alors, il semblerait que la plateforme soit pas disponible pour la présentation. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Donc du coup, donc j'étais en train de parler du workflow GitHub. Donc en fait, tous ces répertoires de modèles là que je vous ai montré fonctionnent en utilisant le Git Workflow. Donc en fait,
dans ce répertoire, vous allez avoir tous les fichiers qui vont constituer le modèle, donc tous les checkpoints. Et il suffit en fait de faire git pull pour directement avoir les checkpoints sur votre ordinateur. Et vous pouvez aussi changer ces checkpoints avec un git push classique, etc. Et on a aussi introduit la possibilité de faire des pull requests sur les modèles. Donc, avec un peu de chance, ça va revenir, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, tout comme un projet GitHub, vous allez être capable en fait de créer des discussions sur ces modèles, de générer des pull requests pour pouvoir peut-être que quelqu'un de votre équipe puisse revoir les changements que vous avez apportés au modèle. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le versioning, le Git workflow qui est sur le hub. Donc on a d'autres intégrations. Par exemple, vous pouvez voir l'évolution de l'entraînement d'un modèle avec TensorBoard. Donc, si vous entraînez un modèle et que vous voulez directement suivre sur le hub l'entraînement de ce modèle, les logs de TensorBoard peuvent être directement accessibles depuis l'espace du modèle. Ensuite, oui, point important aussi, donc l'entraînement d'un modèle génère des émissions de CO2. Donc, si vous utilisez par exemple AutoTrain, on calcule directement en fait l'impact carbone de l'entraînement de ces modèles. On va voir si ça refonctionne. Et peut-être que tu peux mettre le lien sur le lien conversationnel Teams. Ouais. On va essayer par un autre canal de se connecter. On pourra peut-être partager le temps effectivement de répondre aux questions et on peut y revenir. Ouais. Alors. Je pense que la plateforme est out pour le moment. Du coup, on va continuer la présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. On va appeler les tech leads et les DevOps pour regarder pourquoi il y a des problèmes à la plateforme. Tu veux qu'on ouvre une séquence de questions-réponses? Je peux continuer et puis on y reviendra si jamais ça revient avant la fin de la session. Oui. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous avez benchmarké pour trouver le bon cloud. Vous présenter qui vous êtes? Ah oui, pardon. Je suis data scientist au groupe Meilleur-Taux. Voilà. Alors, c'est-à-dire trouver le bon cloud. Donc, Je veux dire, trouver un cloud qui est adapté à vos besoins. OK. Alors, donc le hub, actuellement, il est disponible, enfin, il est hébergé sur AWS. Mais je vais en venir après. Donc, on vend à nos clients une version privée aussi de ce hub. Donc, on peut déployer en fait ce hub soit sur l'infrastructure privée du client ou sur le cloud provider de son choix. Je ne sais pas si ça répond à la question. Vous pouvez préciser si je n'ai pas répondu totalement. Ouais. Ce que je veux dire, c'est... C'est quoi votre cas d'usage? Par exemple, on a un algo qu'on veut déployer pour permettre aux clients d'ouvrir leur portefeuille et de leur proposer un portefeuille plus adapté. Et que, donc, comment dire? On a à peu près une prévision de comment on aura de clients de données, mais c'est jamais, vraiment complètement exact. Et que quand on fait notre benchmark, c'est quoi les critères que vous pourriez choisir pour prévoir de manière réaliste, hein, je veux dire, parce que ça peut être. OK. Donc ça, c'est quelque chose qu'on conseille les clients
on a un programme d'accélération qu'on appelle Expert Acceleration Program. Donc, on travaille avec des clients qui développent des modèles et qui sont amenés à déployer ces modèles. Et donc, comme vous avez à disposition tous les cloud providers. Et du coup, ce qu'on conseille en général, c'est si vous utilisez des modèles de type Hugging Face, par exemple, sur SageMaker, vous avez directement accès à tous les modèles Hugging Face sur SageMaker. Donc, on va peut-être vous conseiller d'utiliser SageMaker si vous en avez AWS, si vous en avez l'habitude. Mais si vous utilisez Azure ou GCP aussi, on va être capable aussi de vous guider dans le déploiement de ces modèles sur le cloud provider de votre choix. Ça dépend plutôt de vous, en fait. Sur la techno, Donc, voilà. Donc, Ok, d'accord. si vous avez déjà un contrat avec AWS, par exemple, On est chez Azure. vous êtes chez Azure. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des solutions de déploiement de modèles sur Azure, comme sur AWS, mais on a aussi des solutions sur notre plateforme. D'accord, d'accord. Ok, je vois à peu près l'approche que vous utilisez. Ok, merci. Alors, je vais revenir rapidement, du coup, à la démonstration, maintenant que c'est revenu. Donc, voilà. Donc, j'avais parlé du version control. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que vous voyez, en fait, dans un répertoire de modèles. Donc, il y a tous les fichiers. Donc, par exemple, celui-ci va contenir les poids du modèle. On a la configuration. On a aussi un petit check pour savoir si le fichier qu'on envoie est bien sécurisé. Et on a le Community tab qui permet en fait de créer des pull requests et d'engager des discussions sur un modèle. Donc, par exemple, si on veut savoir comment il a entraîné, s'il y a un bug, etc., on peut engager une discussion directement sur le hub, comme vous pouvez le faire aussi sur GitHub. Ensuite, on avait parlé des émissions de CO2. Donc voilà, donc ici, c'est directement généré dans la model card. On a aussi, je parlais tout à l'heure du fait qu'on proposait des modèles pas seulement pour le NLP. Ici, vous avez l'exemple d'un modèle de vision. Donc là, voilà, c'est SegFormer de NVIDIA qui a été ajouté par NVIDIA. Et donc là, vous voyez qu'avec le widget d'inférence, on peut automatiquement tester ce modèle et voilà, donc voir un petit peu la segmentation d'images qui a été effectuée par le modèle. Donc, on va passer maintenant à la partie dataset qui est un peu similaire à la partie modèle. Donc voilà la dataset card. Donc, quand on arrive sur l'espace de dataset ici, voilà ce qu'on voit. Donc, vous voyez qu'il y a différents filtres pour, par exemple, filtrer la tâche sur laquelle ce dataset va être utile. Là, par exemple, ça va être un dataset pour la classification de texte. Donc, Glue, c'est un benchmark qui est très populaire en NLP. Donc là, vous avez une petite prévisualisation des exemples qui sont présents dans le dataset. Vous voyez aussi les modèles qui auront été entraînés sur ce dataset et toutes les informations nécessaires, et notamment les biais. Voilà. Donc, on peut avoir des exemples de biais, de limitations qui peuvent advenir sur un dataset. Ensuite, voilà, on va passer à l'espace de démo. Donc, c'est bien d'avoir des modèles, de partager des modèles, de partager des datasets. Mais si on veut rendre tout ça un petit peu accessible à une audience un peu plus large, il faut être capable de réaliser des démos de ces modèles. Donc ici, vous voyez par exemple, il y a un modèle qui a été très populaire qu'on appelle DALL-E, qui permet à partir d'un texte de générer des images. Donc dans l'espace directement de démo de Hugging Face, vous pouvez tester ce modèle et voilà, le rendre accessible à une audience plus large. Permettre de réaliser directement un MVP pour le faire valider par une équipe, etc. Donc, ça, c'est un petit peu l'intérêt de la construction de démos. Donc, je vais vous montrer quelques exemples.
Donc là, par exemple, donc ça c'est l'espace Spaces, donc sur la plateforme. Donc là, on a un exemple d'une conversation entre un service support et un client. Donc, on va avoir la démo donc déjà de la transcription de texte qui est directement faite ici. Donc voilà, donc on a un modèle qui permet de faire de la transcription de texte. Ensuite, juste après, on a un modèle qui est capable en fait de segmenter qui parle dans la conversation, donc si c'est le client ou le service support. Enfin, on a un modèle qui permet de résumer la conversation d'une des personnes qui parlent. Et enfin, on peut générer le sentiment exprimé par une personne tout au cours de la conversation. Voilà, donc vous voyez que on peut facilement, sur notre plateforme, créer des démos et tout ceci se fait en vraiment quelques lignes de code. Voilà, on a été un petit peu, ralenti par le bug de notre plateforme. Donc, je ne sais pas, il nous reste que 5 minutes là, donc je ne sais pas si vous avez quelques questions. J'ouvre toujours le canal sur le digital. Est-ce qu'à distance, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais réveiller en fait les gens connectés à distance. Il y en a combien qui utilisent les modèles de Hugging Face? Ça m'intéressera. Local, c'est bon, on commence à lever la main. À distance, ça m'intéresse aussi. Local. Mais du coup, j'ai le droit de poser ma question maintenant? J'ai une question juste un petit peu naïve en fait, mais elle est venue d'où cette motivation pour faire de l'open data et ouvrir en fait tout ce que vous faites au reste du monde? Alors les fondateurs, ils croient beaucoup en l'open source. Donc tout ce qui est fait par l'équipe de Hugging Face, on pense que ça doit être partagé en open source. Donc c'est vraiment entre guillemets une idéologie, c'est un petit peu les valeurs de la boîte que de tout faire en open source. Bah, c'est super en tout cas. Donc je tiens à préciser que tout ce que vous voyez là sur la plateforme, ce sera jamais, on va jamais mettre les modèles et les datasets en privé à un moment. Donc tout restera en open source. Myriam Alami, BPI. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, elle rejoint celle de Lucas également. On voit beaucoup d'open data, open source, open science. C'est quoi le business model, votre business model? Très bonne question. Donc oui, c'est vrai que donc, tout ce qu'on fait sur la plateforme, là, si vous vous connectez sur Hugging Face, tout est accessible directement. Mais bon, dans un contexte d'entreprise, donc c'était l'objet de cette slide par exemple, on ne veut peut-être pas collaborer et que tout soit rendu public sur Hugging Face. Donc un petit peu comme GitHub Enterprise et GitHub, on va avoir cette version privée de la plateforme. Donc on vend à des entreprises pour pouvoir permettre la collaboration sur des projets de machine learning dans un contexte d'entreprise. Donc, on peut déployer en fait le hub directement sur l'infrastructure d'un client ou sur un cloud provider et fournir un accès sécurisé à tous les acteurs du machine learning dans une entreprise. Ensuite, j'ai dit qu'on était partenaire aussi avec des cloud providers, donc Azure, AWS. Donc ça va générer aussi du revenu pour nous. Donc dès qu'on utilise un modèle de Hugging Face sur SageMaker ou qu'on déploie un endpoint sur Azure, donc ça génère du revenu pour Hugging Face. Et aussi, on a une prestation, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc un petit peu de conseil, ce qu'on appelle l'Expert Acceleration Programme. Donc le but, c'est pour toutes les entreprises qui vont avoir des problématiques un petit peu peut-être de R&D sur des modèles de machine learning ou de déploiement. On va être capable donc de les conseiller sur quel type de modèle choisir, quelle optimisation réaliser, comment déployer ces modèles et faire intervenir des experts qui bossent chez Hugging Face. Donc, par exemple, on a
le créateur de Distilbert, de T0, qui est un modèle de séquence à séquence, ou les gens qui ont travaillé sur le modèle que j'ai présenté de Big Science. Donc tous ces experts, on peut les mettre à disposition au travers de ce programme pour pouvoir vraiment accélérer et aider les entreprises à réaliser leurs projets de machine learning. D'autres questions dans la salle? Ouais. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très clair. Donc, Zahir Dabouz, BPI France. Ma question se concentre surtout sur les modèles. C'est des modèles qui sont très coûteux en termes de temps d'exécution. Par exemple, les modèles pour l'embedding, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions pour accélérer le temps d'entraînement de ces modèles? Alors, tout à fait, très bonne question. Donc, il y a cette librairie, j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, là, c'est Accelerate, donc qui permet un petit peu de fournir toutes les méthodes qui vont permettre d'accélérer un petit peu l'entraînement sur plusieurs GPU, par exemple, ou sur des TPU. Et couplé à ça, on a Optimum, donc, qui permet d'utiliser des mécanismes, par exemple, de quantisation, qui vont permettre de réduire la représentation des poids des modèles à des nombres plus petits en mémoire. Et donc voilà, on a ces deux bibliothèques, Accelerate et Optimum, qui sont disponibles en open source et qui vont permettre d'accélérer l'entraînement de ces modèles et aussi d'accélérer l'inférence. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture cette séquence? Oui. Du coup, juste lever de main à distance ici. Qui ici utilise les modèles de Hugging Face? Bonjour, Jawad Alaoui, BPI France. Oui, j'en utilise beaucoup, des modèles de Hugging Face. Et justement, ma question, ça serait sur les prochains produits. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur la roadmap, vraiment les composants importants sur lesquels travaille Hugging Face pour les 2-3 prochaines années? Si possible, bien sûr. Je cherche à avoir des scoops là tout de suite, c'est ça? Ouais, je comprends. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, donc vraiment le produit central chez Hugging Face, ça va être ce hub. Et donc, ça va être vraiment d'ajouter plus de fonctionnalités à ce hub et de favoriser en fait l'adoption et l'utilisation de ce hub. Donc, on aimerait vraiment que le hub soit utilisé comme GitHub et que aussi beaucoup plus d'entreprises adoptent ce hub dans leur cycle de développement de projets de machine learning. Donc voilà, donc on se concentre vraiment réellement sur le développement de ce hub, donc peut-être ajouter des fonctionnalités d'inférence, donc directement accessibles sur le hub. Donc par exemple déployer directement un endpoint avec un modèle sur le cloud provider de votre choix directement depuis le hub. Après, on rajoute pas mal aussi de fonctionnalités. Donc là, récemment, on a rajouté un leaderboard qui permet de comparer en fait les performances de tous les modèles qui sont sur le hub pour une certaine tâche. Je peux vous le montrer ici. Donc voilà, donc par exemple ici, pour une certaine tâche, on a vraiment tous les modèles dont la performance est comparée. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment de promouvoir l'adoption de cette plateforme à tous ceux qui font du machine learning. Oh, merci beaucoup.